Alors j'en ai conclu que je n'allais nulle part. Je ne faisais rien. J'étais couché sur le ventre. Je vivais une période vraiment difficile. J'avais des problèmes neurologiques et j'ai pensé, bon, écoutez, je vais faire deux choses. Je vais concevoir un modèle et... En 1986, je participais à un triathlon à Palm Springs, en Californie, et j'étais sur la piste cyclable de la course. Et il y avait un officier de police debout au coin de la rue qui me faisait signe de tourner à droite. Il était dos à la circulation en sens inverse. Il ne regardait pas derrière lui. J'ai donc pris le virage pour dépasser deux cyclistes au coin de la rue. Et quand j'ai tourné au coin, un Bronco à 4 roues motrices roulant à environ 50 miles à l'heure m'a éjecté de mon vélo. Et je me suis fracturé 6 vertèbres de la colonne vertébrale. Les vertèbres T8, T9, T10, T11, T12 et L1. Et quand vous atterrissez en plein sur votre croupe, les forces de compression compriment les vertèbres et tout le volume de ces fragments d'eau doit aller quelque part. Donc, ils sont allés vers ma moelle épinière. Et le segment le plus haut, l'arc neural, l'arc par lequel passe la moelle épinière, s'était brisé comme un bretzel. J'avais donc de multiples fractures dues à la compression de la colonne vertébrale. J'avais des fragments d'eau sur ma moelle épinière et une compression de la moelle. Et la procédure habituelle pour traiter cela est ce qu'on appelle une opération de la tige Harrington, qui revient à couper les parties arrière de votre vertèbre. Ça s'appelle une laminectomie. Alors il visse ces longues tiges en acier inoxydable, et dans mon cas, ça devait aller de la base de mon cou à la base de ma colonne vertébrale. Puis il passe des fragments d'eau de la hanche par-dessus. Et quand il perce les vis des segments, les tiges agissent comme un porte-à-faux de la colonne vertébrale sur la moelle épinière. J'ai donc écouté 4 avis de 4 des plus grands chirurgiens de Californie du Sud et ils m'ont dit que je ne remarcherais probablement jamais, à moins de subir cette opération radicale. En 1986, il n'était pas vraiment courant de dire à son médecin qu'on allait refuser l'opération, mais je n'arrêtais pas de penser que la puissance qui a créé le corps guérit le corps. Et je ne savais pas comment ça allait se passer, mais j'ai pris la décision de quitter l'hôpital. Et j'ai pensé qu'il y a en nous une intelligence qui nous donne la vie, qui fait battre notre cœur, qui digère notre nourriture et qui sait comment remettre en ordre et guérir. Mais qu'il y a seulement une certaine limite à ce qu'elle peut faire. Et j'ai pensé que si c'était une intelligence, elle devait avoir une conscience. Et la conscience, c'est l'attention, qui implique de prêter attention. Donc, elle doit prêter attention à ce que je pense et à ce que je ressens. Alors j'en ai conclu que je n'allais nulle part, que je ne faisais rien. J'étais juste couché sur le ventre. Je vivais une période vraiment difficile. J'avais des problèmes neurologiques. Et j'ai pensé, bon, écoutez, je vais faire deux choses. Je vais concevoir un modèle, je vais montrer à cette intelligence exactement ce que je veux. Et quand je serai satisfait de ce que j'ai créé, je céderai mon image, mon plan à cette intelligence supérieure et elle saura comment guérir. Moi, je ne sais pas comment guérir. Je veux qu'elle le fasse pour moi. La deuxième chose est que je ne laisserai aucune pensée que je ne veux pas expérimenter échapper à ma conscience. Maintenant, d'un point de vue intellectuel, ça semble vraiment facile. Mais lorsqu'on est confronté à une crise ou à un traumatisme, on a tendance à se concentrer sur les choses qu'on ne veut pas voir se produire au lieu de celles qu'on veut voir se produire. Donc chaque jour, je fermais les yeux et je commençais à reconstruire ma colonne vertébrale. Et 10 minutes plus tard, je commençais à penser à vivre dans un fauteuil roulant ou être addict aux médicaments pour le reste de ma vie. Devrais-je vendre ma maison? Devrais-je vendre mon cabinet? Puis je me ressaisissais et me rendais compte que je me concentrais sur ce que je ne voulais pas qu'il arrive. Alors je recommençais et je devenais frustré, en colère, impatient. Et bien sûr, les choses empiraient. J'ai passé probablement 6 semaines et demie en cette nuit noire de l'âme à confronter ce que je savais et ce que je ne savais pas et à spéculer sur ce qui pouvait arriver. Mais ça m'a pris 3 heures et demie pour opérer ce processus de reconstruction. Je n'en étais pas satisfait jusqu'au jour où j'ai fait tout le processus et j'ai eu l'impression d'avoir frappé une balle de tennis au bon endroit. Quelque chose avait fait tilt. J'ai tilté. Quelque chose avait changé. Et ce qui me prenait 3 heures et demie à faire chaque jour,
tout d'un coup était devenu de plus en plus facile et j'étais capable de le faire en moins de temps. Sans le savoir, j'augmentais ma capacité d'attention pour rester présent et me concentrer sur ce que je faisais. Et aussi, je mettais en marche et je connectais de nouveaux circuits dans mon cerveau et je créais l'architecture neuronale d'un bon état mental que j'étais capable de regagner chaque jour. Et tout d'un coup, j'ai commencé à remarquer que mon corps se mettait à changer. J'ai commencé à aller mieux, j'ai commencé à avoir moins mal à la tête, plus de sensations, plus de fonctions motrices. Et je me suis mis à corréler les changements que je faisais à l'intérieur de moi avec l'effet que je produisais à l'extérieur de moi. Maintenant, je faisais attention à ce que je faisais et je le faisais avec ambition et excitation, optimisme et enthousiasme. Et en 6 semaines et demie, j'étais de nouveau sur pied et j'ai repris mon cabinet et mon entraînement à 12 semaines. Et on a voulu me mettre dans le plâtre pendant 1 an. Quand j'ai enfin été capable de marcher, je n'ai jamais porté le corset. Je l'ai essayé une fois et je l'ai enlevé. Et j'ai passé un accord avec moi-même. Le marché que j'ai passé était et est toujours le même. Si je restais capable de marcher à nouveau, j'étudierais ce concept de l'effet de l'esprit sur la matière et de la connexion corps-esprit. Et je fais ça depuis 1986. C'est incroyable. Oui. Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, j'aurais certainement été un grand coach pour moi-même. Parce que lorsqu'on étudie les scanners fonctionnels et les personnes en cours de transformation avec notre équipe de recherche, lorsqu'on examine ce concept d'être présent, ce moment créatif, lorsque vous êtes créatif, quelque chose de vraiment étonnant se produit. Vous vous oubliez. Vous êtes tellement présent dans le moment que les circuits de votre cerveau traitent les informations sensorielles de votre fonction motrice corporelle. Vous avez tendance à rester immobile et vous entrez en quelque sorte en transe et vous oubliez la tondeuse à gazon dehors et le chien qui aboie de l'autre côté de la rue. Vous vous dissociez de votre corps. Vous vous dissociez de tous les éléments de votre environnement extérieur auxquels vous vous identifiez qui deviennent votre personnalité ou votre identité. Et on ne sait pas pourquoi, vous ne pensez pas au moment suivant, à ce qui pourrait arriver. Vous n'êtes pas préoccupé par le futur, ou vous n'embrassez pas émotionnellement le passé à nouveau. Vous tombez dans ce moment de grâce, ce point optimal pour accueillir la générosité du moment présent. Et c'est le moment où les possibilités se matérialisent. Si prêter attention, c'est être présent, et c'est une compétence, tout comme le golf ou le tennis, si vous voulez commencer à faire de grands progrès dans votre monde intérieur, eh bien, le moment, la pensée dans votre esprit tient lieu d'expérience. L'expérience enrichit les circuits du cerveau et l'expérience produit des émotions. Et donc, si les pensées du langage du cerveau et les sentiments du langage du corps et la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez créent votre existence, nous pouvons alors changer notre existence par la seule pensée. Et plus l'émotion que nous ressentons lorsque nous faisons cela est forte, plus nous nous sentons transformés à l'intérieur de nous, plus nous prêtons attention aux images dans notre esprit. Et en un sens, nous commençons à marquer les circuits de cet événement intérieur de sorte que le cerveau et le corps donnent l'impression que cela s'est déjà produit. Et c'est ce que les dernières découvertes scientifiques peuvent nous montrer. Donc maintenant, à ce moment-là, la personne se souvient de son avenir. Et elle va commencer à penser via les circuits de cet événement futur et elle va commencer à ressentir les émotions de cet avenir. Et quand vous ressentez les émotions dans votre futur, le truc cool avec ça, c'est que vous n'arrêtez pas de le chercher. Vous n'êtes plus séparé de lui. Vous avez l'impression que ça vous arrive au moment présent parce que le corps est tellement objectif qu'il ne fait pas la différence entre une expérience de la vie réelle qui crée une émotion et une émotion que vous créez ou fabriquez par la seule pensée pour le corps. C'est en fait la même chose. Alors pour la personne qui se réveille le matin et commence à penser à ses problèmes sont des souvenirs qui sont gravés dans le cerveau et qui sont liés à certaines personnes, certains objets et certaines choses, à certains moments et dans certains lieux. Le cerveau est un registre du passé. Donc dès qu'une personne commence à penser à ses problèmes, elle pense au passé. Et chacun de ces problèmes est associé à une émotion. Donc au moment où elle se sent malheureuse, où elle a du ressentiment, où elle a peur, le corps se trouve dans le passé.
Par conséquent, la personne commence alors à conditionner son cerveau et son corps dans le passé. Parce qu'il suffit d'une pensée et d'un sentiment, d'un seul souvenir et d'une émotion, d'un stimulus et d'une réponse pour initier le processus de conditionnement. Donc, lorsque le moment est venu de changer, une personne a du mal à dépasser le processus de vie dans un mode d'existence qui est connecté au passé et la plupart des gens, afin de créer un nouveau futur, doivent dépasser les émotions du passé. Une autre question nous est venue pendant votre explication. Comment faites-vous vos SCAD, vos recherches là-dessus et vos tests? Quel est l'état des ondes cérébrales? Je vais vous faire une réponse simple, ok? Par exemple, en ce moment même, vous et moi, on sympathise et on parle. Et votre cerveau pensant, cet hypermarché à l'extérieur, avec tous ses plis et ses vallées, c'est votre néocortex. C'est le siège de votre conscience, c'est le siège de votre intellect. C'est l'identité, la personnalité, le moi autobiographique qui a des points de suture neurologiques venant de ce qu'on a appris et expérimenté dans notre vie. Et ce cerveau pensant, lorsque vos yeux sont ouverts et que vous êtes éveillé et conscient, est occupé à intégrer toutes les informations qui entrent dans votre champ visuel. Ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous goûtez, mais vous sentez que toutes ces informations amènent le cerveau à essayer de construire un sens, de créer une cohérence entre ce qui se passe dans votre monde intérieur et ce qui se passe dans votre monde extérieur. Et parce qu'il y a tellement d'informations dans ce processus, si vous deviez mesurer le cerveau pendant cet état, nous aurions des ondes cérébrales bêta. Et donc, un faible niveau de bêta est sain. Mais si je vous disais, venez dîner ce soir, il y aura 15 invités et je voudrais que vous vous souveniez de tous leurs noms lorsque je vous les présenterai. Eh bien, tout d'un coup, votre cerveau s'activerait un peu plus. Comme si vous étiez sur le point de donner une conférence et que vous en connaissiez le contenu, mais que juste avant, vous étiez aux aguets. Vous seriez dans ce qu'on appelle le niveau bêta moyen. Vous allumez l'ampoule un peu plus fort et vous accordez un peu plus d'attention, un peu d'excitation pour être davantage conscient. Mais quand vous êtes en colère, quand vous êtes frustré, quand vous êtes impatient, quand vous êtes rancunier, votre cerveau passe alors dans ce qu'on appelle un traitement bêta élevé. Et dans ce bêta élevé, le cerveau est en mode urgence. Certaines personnes restent coincées dans cet état trop analytique. Et en mode bêta élevé, aucune nouvelle information ne peut entrer dans le système nerveux si elle n'est pas égale à l'émotion que la personne éprouve. Pourquoi? Parce que si vous avez peur, si vous êtes en colère, si vous avez mal, cette excitation vous fait vivre dans un état d'urgence. Et certaines personnes vivent dans le stress ou dans la survie et vivent dans cet état d'urgence. Et ils exploitent toutes les ressources de leur corps. Ce cerveau pensant va bien, mais lorsqu'il est dans un état d'excitation extrême, on réfléchit trop, on analyse trop, on est obsédé. Et puis il y a l'apprentissage. On a fait tellement de recherches sur ce sujet pour apprendre aux gens comment changer la façon dont leur cerveau fonctionne avec une formule que nous avons vue fonctionner pour tous ceux qui la pratiquent. Quand ils commencent à interrompre leur esprit analytique, ils commencent à ralentir leur cerveau pensant. S'ils peuvent se dissocier de leur corps, s'ils peuvent oublier leur environnement et s'ils peuvent ne plus être préoccupés par le temps, le cerveau commence à ralentir pour ce que l'on appelle un état alpha. Or, l'état alpha, c'est le monde imaginaire. C'est l'état créatif. En état alpha, votre monde intérieur commence à devenir plus réel que votre monde extérieur. Vous pouvez entendre votre monde extérieur, mais il n'a pas autant d'importance pour vous. Donc en alpha, on peut voir ça comme un état créatif de rêve. Et quand les gens commencent à se sentir tellement sûrs d'eux qu'ils peuvent se détendre dans le moment présent, que leur corps se sent tellement assuré qu'il n'est plus inquiet de l'instant d'après, on voit ce grand état d'être qu'on appelle θ prendre place. Et en θ, la porte entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est si grande ouverte que vous pouvez reprogrammer le subconscient pour lui offrir de meilleurs états. Et donc, nous œuvrons à éduquer les gens via une méthode pour qu'ils soient capables de transformer leurs ondes cérébrales. Et c'est le but de la méditation. L'un de ces buts est de dépasser l'esprit analytique.
Je peux même vous dire que ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient est l'esprit analytique. Du coup, on a appris que lorsque les gens commencent à ralentir leurs ondes cérébrales, il ne s'agit pas seulement de rechercher des ondes cérébrales alpha quelconques. Nous recherchons la cohérence au sein des ondes cérébrales alpha. Maintenant, lorsque vous êtes en bêta élevé, et que vous déplacez votre attention d'une personne à une autre personne, à un autre problème, à une autre chose, à un autre endroit, parce que vous essayez de contrôler et de tout prévoir dans votre vie, chacun de ces éléments renvoie à un réseau neurologique dans le cerveau. Donc l'excitation entraîne l'activation de ces différents circuits lorsque vous déplacez votre attention. Et comme un orage chargé d'électricité dans un nuage, le cerveau commence à fonctionner de manière chaotique, de façon très incohérente. Et quand le cerveau est dysfonctionnel, nous sommes dysfonctionnels.